On arrive, on s'appelle Jean-Baptiste Potoine, on arrive ici, on achète le moulin à écorce et on construit la maison. Donc l'époque Potoine, où on voit le ruisseau, comme je vous ai déjà montré, donc le ruisseau qui descend là, le ruisseau dit de la petite commune, des maisons d'habitation, l'usine le long du ruisseau, vraisemblablement aux alentours de la chute, on ira voir tout à l'heure. Et puis ici une maison d'habitation donc qui se situe à mon avis exactement sur celle d'aujourd'hui, là où on a mangé. Et c'est justement cette maison là qui me pose problème quant à savoir sa date de construction. Est-ce que c'est Jean-Baptiste Potoine en 1826 qui l'a construite et en 30 elle était habitée, 31, ou est-ce que c'est Faure quand il a reconstruit l'usine, l'école, les cités, etc. Donc pour l'instant, point d'interrogation. Alors, la période suivante, c'est la période Faure, donc en 1882. Donc c'est la veuve de Potoine qui vendra à Faure. Bon, c'est juste un détail, il y a dû y avoir un manquement au niveau de l'exploitation. Donc, et on se retrouve donc en 1800, on va pas dire 82, mais disons 85, 86, avec l'usine construite, la maison de maître qui est ici, donc là-bas, et puis les dépendances et l'école, que je vous ai dit qu'on aperçoit là-bas, le bâtiment école sur 3 niveaux. Donc ici on a un chemin, le chemin qui existe actuellement. À droite, on a un mur qui a été restauré, mais qui existait, le reste de bâtiments, de logements d'ouvriers qui étaient ici, au pied de la roche. Et puis donc le reste, on avait un logement d'ouvriers ici, et puis toute l'usine avec les étangs qui étaient au-dessus, qu'on ira voir après. Alors, je vais vous refaire le petit historique de Faure avant de rentrer dans l'usine. La photo de 1900-1905 à peu près, qui donne la photo de l'usine. Prise de l'autre côté, donc où on voit la voie de chemin de fer. On voit, donc nous on se trouve ici actuellement. On voit qu'ici il y avait le quai de chargement, donc qui se trouvait là, avec un embarcadère, un plan incliné, mais qui n'existe plus ici, qui a été transféré vraisemblablement plus tard à 50 mètres, 60 mètres en amont, qui permettait donc le passage du fameux bac. Donc là, pris de l'autre côté aussi, le fameux bac avec un poteau, un pylône, rive gauche, et puis un scellement, rive droite dans la roche, qu'on voit en face à peu près. Et le câble donc permettait d'accrocher le bac et de faire un va-et-vient pour transporter le fameux chariot sur un ponton, donc sur une grande barge, avec les 2 chevaux qui tiraient le chariot de chez Faure pour transiter tout le matériel d'une rive à l'autre et de l'autre rive à l'une. Donc de la voie de chemin de fer à l'usine. Il y a un canal d'amener d'eau qui vient de l'étang supérieur, qu'on va aller voir après. Et donc apparemment ces trous-là étaient toujours en fonctionnement au moment de chez Faure, donc dans les années 1900, parce que sur l'affiche, sur le dessin qui ornait les en-têtes de lettres de Faure, on voit que l'étang était mis en valeur, donc utilisé comme force motrice pour faire tourner, peut-être pas la totalité des machines, mais au moins une bonne partie des machines de l'usine. Donc on va remonter, puis on va aller voir où il y avait des bâtiments industriels. On a l'étang numéro 5, donc le plus important. Le canal qui va alimenter la roue, la chute d'eau qu'on a vue tout à l'heure. Donc on va continuer par là pour revoir le ruisseau. On a suivi le ruisseau en lui-même, le canal de décharge de l'étang, le ruisseau qui passe en souterrain et qui va se jeter dans la Meuse. Et tout ce que vous voyez là, à mon avis, c'est l'étang qui s'est comblé au fil des années, quoi. Et après, le ruisseau a réussi à couper à travers, parce qu'on voit que c'est très marécageux, quoi.
2 autres étangs. Et comme je vous l'ai dit, c'était à l'opposé de la grande commune. Il y avait 4 étangs réservoirs qui servaient simplement pour stocker, pour alimenter le dernier, qui lui faisait tourner les 2 roues. Donc c'est pour ça que la goutte d'eau ne servait qu'une fois ici. L'étang qu'il y avait ici a été abandonné avant la période Faure. Parce que Faure, vraisemblablement, n'a utilisé que les 2 étangs inférieurs, et pas celui-là. À ce niveau-là, on voit encore le travail qui avait été fait de maçonnerie avec les bords empierrés et le fond aussi, qu'on voit aussi empierré. C'était plus un ruisseau, c'était un canal qui permettait, qui évitait de perdre la moindre goutte d'eau possible, quoi. Et il ne reste plus que ce tronçon-là. Bon, ça va être le dernier point de l'usine parce que c'est quand même moins riche que la grande commune. C'est plus rapide. Là, on a une petite retenue d'eau qui n'a rien à voir avec Potoine, qui n'a rien à voir avec Faure, qui a été construite en 1964. Donc c'est un petit barrage, un tout petit barrage au pied de l'arbre là-bas, en ciment, à l'intérieur, qui permet d'avoir une retenue d'eau. À l'intérieur de cette retenue d'eau, il y a une crépine, donc un filtre, un tuyau, et qui descend dans le hameau, qui passe derrière le hameau et qui permet l'adduction d'eau, la distribution d'eau dans les maisons. C'est l'eau courante de la petite commune. Pour ceux qui vont s'approcher, il y a quelque chose de très particulier qu'on a retrouvé il n'y a pas longtemps. Cette pierre-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une meule. Ah. Oui, comme il y a eu le moulin à écorce. Qui a été vraisemblablement retravaillé, parce qu'il y a des encoches qui ont été faites, mais on voit encore le trou de l'axe. Elle a été taillée sur un côté. Moi, ce que j'aime bien me dire, donc c'est plus du tout historique non plus, c'est que c'est la meule du moulin à écorce de Roussel en 1820. Que Potoine a gardé, et certainement Faure aussi, pour une autre utilisation, certainement, puisqu'il y a des encoches, c'était peut-être pour un support, pour des machines, voilà. Et donc, alors certains disent c'est peut-être une meule qui a été utilisée en métallurgie pour les bavures de moulure. Il y en a d'autres qui disent, voilà, il faudrait regarder la tranche de la meule pour savoir si elle est rayée comme ci ou comme ça, savoir si c'était une meule pour écorce ou une meule pour la métallurgie. Donc ça c'est un truc qu'on a découvert il y a un an et demi. C'est même une spécialiste des moulins qui me l'a découvert. On était déjà passé 50 fois là, on ne l'avait jamais vu. Et c'est Marie-France Barbe en passant ici qui dit mais il y a une meule. Bon, pour nous, avant, c'était un caillou, quoi. Bon, donc c'est devenu une meule. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en 1815, il y a un docteur Einstein de Charleville. Il est venu faire des prélèvements et des analyses, et puis donc après les gens se sont appuyés là-dessus. Il y a eu des articles dans le manuel des eaux minérales de France, qui développait les travaux d'Einstein, et même dans l'article, il y a un article dans la France littéraire, dans l'ouvrage Ingénieurs des mines de France, et en 1894, il y a une société qui se crée, la Société thermale de l'Effour. Avec les statuts, un bouquin comme ça avec les statuts. Le siège social est à Paris et qui surnomme Source des Dames de Meuse. Donc cette société-là va essayer de lancer une exploitation commerciale de la source. C'est qu'à ce moment-là, ils ont essayé de reculer au maximum, d'aller chercher la source le plus profond possible. Et effectivement, ils ont pratiquement multiplié le débit de la source par 4, je crois. Mais ce qu'on peut retenir, c'est extrait du fameux manuel des eaux minérales de France, à l'usage des médecins et des malades qui les fréquentent, par Philippe Pâtissier, Paris 1818,
Alors, je vous lis ça parce que je trouve que c'est bien. Bon, les propriétés physiques, bon, l'eau est limpide, claire, etc., transparente, un peu aigrelette, suivie d'une légère astriction qui décèle la présence de fer. Donc apparemment, ça n'a pas changé. Médical. Les eaux de l'Éfour sont connues depuis des temps immémoriaux par les habitants du pays comme étant essentiellement ferrugineuses. Le docteur Einstein, docteur en médecine à Mézières, pardon, il n'était pas pharmacien, les compare aux eaux de spa. Il pense qu'elles sont utiles dans les cathars chroniques des intestins, de la vessie, dans les hémorragies passives, la débilité de l'estomac et les fluors blanches. Alors je ne suis pas docteur, je ne sais pas ce que c'est, mais ça soigne quand même beaucoup de choses, quoi. Et donc le mode d'administration, parce qu'il y avait tout dans le bouquin des eaux minérales, on use de cette eau en boisson à la dose d'une bouteille par jour. On peut en boire dans toutes les saisons. Le transport n'altère point les eaux de l'Éfour lorsqu'elles ont été puisées avec les précautions convenables. Donc ce qui fait que c'est ce qui a un peu lancé la fameuse société pour exploiter. Bon, ça ne s'est jamais fait. Alors, j'ai pas encore la certitude, mais je crois que au début du XXe siècle, dans les années 1910 ou 20, le terrain, la source a été rachetée par la Société des eaux de Vichy. Vraisemblablement pour empêcher, pour contrôler une utilisation ultérieure. Parce qu'au niveau qualité de l'eau, il a comparé donc aux eaux de Spa, aux eaux de Vichy. Une eau qui a été réputée, mais qui n'a jamais été exploitée. Donc, plutôt que d'aller passer une semaine à Vichy ou à Contrexéville, on vient passer une semaine ici. Voilà.